Bonjour Alexandre, soleil à vous. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Littérature en Corrèze. Si je vous ai invité dans cette émission, c'est pour que vous nous parliez de votre roman que vous avez écrit, plutôt de votre récit autobiographique, devrais-je dire, qui s'intitule « C'est écrit ». Alexandre, vous avez eu un accident de moto à l'âge de 18 ans qui a fait basculer votre vie et vous avez souhaité dans ce livre donner un témoignage et nous livrer cette expérience qui a été douloureuse, mais que vous évoquez sans jamais aucun dolorisme, avec beaucoup de dignité. Et c'est ce qui m'a frappé, Alexandre, c'est la force que vous avez. Donc pouvez-vous nous dire quelle était votre démarche? Pourquoi ce livre, Alexandre? Ça a été un peu comme une thérapie. J'avais besoin de l'écrire, j'avais besoin de le dire. Je ne suis pas quelqu'un qui exprime ses sentiments beaucoup. Je ne parle pas trop en général de ce que je ressens ou de ce que je ne ressens pas. Je me plains pas souvent et voilà, je garde à peu près tout pour moi. Les douleurs, morales et physiques. Et là, j'avais besoin d'écrire. Je me suis dit, si je le mets enfin sur le papier, j'aurais pas besoin de parler et d'exprimer mes sentiments. Je comprends. Et le titre du livre, c'est écrit, en dit long quelque part, sur les prémonitions que vous avez pu avoir. Et finalement, pour vous, la vie, c'est une partition qu'on va jouer. Et quelque part, c'est comme si, pour vous, cette destinée était inscrite. Et d'ailleurs, vous dites à un moment donné que le jour de votre accident, vous êtes allé voir votre ami et que son chien ne voulait pas vous laisser partir. Il était au portail et vous y avez vu comme un signe, comme s'il voulait vous avertir. Et quelques instants plus tard, vous aviez cet accident. Est-ce vraiment cette sensation de vie prédestinée qui vous habite? Pour vous, c'était vraiment écrit? Oui, vraiment. Vraiment, parce que quand j'y réfléchis maintenant, après coup, bien sûr, tout au long de la vie et des étapes que la vie nous inflige, on va dire qu'on ne sait pas trop pourquoi on fait ça et pourquoi on vit comme ça et pourquoi il nous arrive telle ou telle chose. Et après coup, finalement, je me rends compte qu'en fait, inconsciemment, je le savais. Vous aviez fait des rêves d'ailleurs. J'ai fait des rêves, voilà, j'ai fait des rêves prémonitoires, j'ai fait. Il y a des choses, enfin des indices de la vie des signes, voilà, que j'ai reçus. Voilà, ce chien qui voulait pas me laisser partir, qui était un chien normalement, en temps normal, très mignon et qui là, d'un seul coup, était agressif. Barrer la route. Et me barrer la route, oui. Ce qui m'a frappé surtout chez vous, c'est votre grande sensibilité. D'ailleurs, vous avez une très jolie plume et c'est vrai qu'on sent chez vous une fraîcheur d'âme, une pureté et vraiment un amour de la nature. D'ailleurs, je pense que c'est cette enfance où vous parlez de vos parties de pêche avec votre père, vous dites que les animaux pour vous ont un sixième sens et j'ai relevé une phrase, page 14, où vous dites « Je fixais l'eau habitée de vaguelettes et invariablement, au bout d'un long moment, son mouvement perpétuel me faisait percevoir la douce rotation de la terre. » C'est vraiment très joli et en fait, c'est ce qui m'a frappé et touché chez vous, c'est cet amour de la famille, ces racines profondes et en fait, c'est cette enfance pleine d'amour qui fait de vous aujourd'hui un homme qui est vraiment capable d'assumer cette situation sans aucun dolorisme. Comme vous dites, vous ne vous plaignez jamais. Et c'est vrai que votre famille a joué un très grand rôle. Est-ce que je me trompe, Alexandre, en disant cela? C'est vrai. Moi, je peux dire aujourd'hui que si je suis encore vivant, c'est grâce à mes parents. Et votre maman aussi, qui est toujours près de vous, il faut le dire, qui est là, dans le public. Malheureusement, mon père qui est décédé en 2009, suite à un arrêt cardiaque. Ça a été un grand choc, ça aussi, parce que encore une épreuve de plus. Une épreuve de plus à votre actif. Oui. Et donc voilà, c'est vrai que si mon père et ma mère n'avaient pas été là, aujourd'hui je ne remangerais pas. Je pense que je ne vivrais pas comme je vis actuellement, quoi. Tout à fait. Et vous dites aussi, cette enfance, vous parlez de votre grand-mère, et alors là, si je puis me permettre, je vais reciter une très jolie phrase. « Mamie, le sésame de la caverne de mes meilleurs souvenirs.
une bibliothèque imaginaire sur laquelle trônent des sons et des musiques, des livres et des photos. Cette maison de mamie, qui est très protectrice, m'a fait penser presque à un ventre maternel, un endroit rassurant. Et en fait, pour vous, c'est comme une bibliothèque émotionnelle dans laquelle vous continuez à puiser votre force. Et je pense que c'est cette façon que vous avez de décrire cette enfance qui vraiment, moi, m'a frappée. Et vous êtes vraiment en lien, je dirais, avec tout un réservoir émotionnel qui fait qu'aujourd'hui, ça vous aide énormément. Oui, c'est-à-dire que du fait que mes parents travaillaient beaucoup. Ils avaient une boîte de nuit, c'est voilà, ça? Ils avaient une discothèque, le Sunshine à Seillac. C'était quand même un boulot vraiment à plein temps. Et j'étais obligé mais pas forcé. Enfin, je veux dire, c'était avec plaisir d'aller chez ma grand-mère. Et je dois dire que ma grand-mère a été une seconde maman aussi. Et bon, voilà. Et j'ai vécu quand même beaucoup de temps là-bas, avec très peu d'amis, on va dire, parce que c'était quand même la campagne. Un peu en solitaire. Un peu en solitaire. Et puis les amis, c'était les pigeons, les canards, la nature. La nature, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est pour les racines. Et si on en revient donc à vos séjours dans des centres, il y a aussi quelque chose qu'il faut relever, c'est que vous dites que vous avez eu affaire parfois à l'indélicatesse et même, on peut dire, à la maltraitance de certains personnels soignants. Et vous le dites, et c'est vraiment terrible quand vous nous évoquez des moments justement où vous vous êtes senti humilié. Est-ce que pour vous aussi, c'est un des objectifs de votre livre de dire à quel point ça a été difficile, que vous n'avez pas reçu le respect auquel vous auriez pu vous attendre? Oui, il y a eu beaucoup de maltraitance, enfin beaucoup. Une certaine maltraitance du moins, voilà, une certaine maltraitance d'intimité à la douche. Faite par certaines personnes au centre, qui étaient là un peu malgré eux, je pense. Voilà, et je tiens quand même à dire, surtout, parce que ça a été interprété, pas mal interprété, mais que surtout, c'est pas une généralité. Non, il y a des gens qui s'occupent très bien. Il y a des gens qui se sont heureusement très bien occupés de moi là-bas et qui ont été dévoués, qui venaient me voir la nuit pour parler un petit peu avec moi. Bon voilà, il y a eu des bons moments avec de bonnes personnes. Mais c'était peu par rapport à certaines qui étaient là quand même pour, je dirais, pour m'enfoncer encore plus, quoi. On est là pour se soigner. Pour se reconstruire. Pour essayer de se reconstruire. Tout à fait. On apprend qu'on ne va plus marcher, qu'on va rester comme ça à vie. Et des personnes sont là pour vous traiter de choses et d'autres. Et moralement, c'est pire que tout. Ça vous a beaucoup affecté. On s'enfonce encore plus là. Et c'est là aussi d'ailleurs que mon père est intervenu, heureusement. C'est là encore que mes parents jouent un rôle, mes parents jouent un rôle là-dedans encore positif, parce que sans eux, c'est difficile de lutter contre des gens qui... D'ailleurs, vous dites, si je peux me permettre, quelque chose que j'ai trouvé très beau, et qui est, quand vous dites que vous aviez une fenêtre qui donnait sur la mer, mais que le paysage de la mer, vous étiez vraiment indifférent, et que vous préfériez avoir la vue sur le parking parce que vous pouviez voir quand vos parents arrivaient. Donc là, on peut mesurer à quel point cette attente, cet amour, c'est cet amour qui vous a aidé et qui vous a soutenu. Donc voilà, vous n'en aviez que faire d'une jolie vue. Vous, ce qui comptait, c'était voir la voiture de vos parents se garer sur le parking. Et c'est là qu'on mesure que l'accompagnement, la présence joue un rôle primordial pour vous. Oui. Ça, et puis je reconnais l'activité aussi de regarder les gens arriver, partir. Bien sûr, le mouvement, la vie. La vie, voilà, simplement. Tout à fait. Je reconnais que là, la vue sur la mer... était bien peu importante. Au bout d'un moment, voilà, c'était... on voit la mer, les bateaux, ça passe une fois tous les 5 heures. Oui, vous aviez besoin d'être raccroché à la vie. Il fallait que ça bouge un peu, quoi. Qu'on voit
Vous parlez également dans ce livre avec beaucoup de délicatesse de vos premiers émois amoureux, de vos premiers sentiments. Et si je peux me permettre, aujourd'hui, est-ce que ça a changé beaucoup les choses? Est-ce que votre vie sentimentale encore existe? Est-ce que vous avez gardé des liens avec des personnes qui étaient importantes pour vous avant l'accident? Sentimentalement, là je décris, je parle d'une personne à qui je porte beaucoup d'affection, même si je ne la vois plus. C'est un choix de sa part. Je vois plus beaucoup mes amis, parce que forcément je pense être moins intéressant que quand j'étais en moto où je pouvais promener les copains ou m'amuser avec eux. Donc bon, au début, quand on revient du centre, de la rééducation, on retrouve quelques amis qui sont encore un peu restés. Et puis avec le temps, ils font leur vie, ce que je conçois aussi. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours être collé. Donc vos contacts, ce sont finalement, il y a eu un avant et un après. Vous avez perdu pas mal d'amis de par cette situation. Quasiment la totalité, oui. Par contre, si je puis me permettre ce lien, il y a une personne que nous ne pourrions pas ne pas évoquer, qui a beaucoup compté pour vous, parce qu'à un moment donné, vous parlez de votre professeur de dessin, donc que vous aviez eu à Bahué, et il faut dire qu'il y a quelque chose quand même qui m'a surprise aussi, quand vous parlez de votre coma, vous dites que vous n'avez pas traversé le tunnel et vu la lumière blanche, mais que vous continuiez votre vie. Juste avant mon accident, c'était Madame Dupradel qui nous avait donné un devoir à faire. C'était sur les perspectives, voilà. Et donc, bon, j'avais commencé ce devoir. Et j'ai eu mon accident. Voilà, j'ai eu mon accident donc quelque temps avant. Je me suis réveillé là-bas quelques jours après. 4 jours, c'est ça? Oui. 4 jours de coma. 4 jours, voilà, de coma provoqué. Et donc, j'ai effectivement pas vu cette lumière. Pas de tunnel, pas de lumière blanche. Voilà. Bon, mais par contre, moi, j'ai vécu dans ma tête tous les jours, j'allais à l'école. Tous les jours, je rentrais, je mangeais, voilà. Une vie qui continuait, qui s'est poursuivie dans cette période. Voilà, j'ai fait ma vie, oui. Et j'étais persuadé que me retrouver après ce que j'avais vécu dans mon subconscient. Et voilà. Et donc je reviens sur ce dessin que je devais rendre. Et je disais que il fallait absolument que je le rende parce que j'avais pas eu le temps de le terminer et de le rendre. Voilà. Et vous avez gardé d'ailleurs un lien avec Madame Dupradel, elle est toujours votre amie, voilà, elle fait partie un peu de votre famille. Oui. Alexandre, puisque nous sommes ici en présence de jeunes dans le public, est-ce que vous pourriez en quelques mots leur dire, est-ce que vous auriez un message à leur endroit? Est-ce que vous souhaitez témoigner, peut-être aller dans les établissements? J'aimerais bien démarcher un petit peu dans les écoles, voilà, expliquer un petit peu comment ça se passe, l'avant et l'après, la difficulté qu'on a après à survivre, je dirais. Et bon, la moto, après, bon, voilà, c'est un plaisir. C'est vrai que j'étais content de faire de la moto. Et après, les vitesses excessives, j'en ai eu fait, je ne vais pas le cacher, bien sûr. Mais quand j'ai eu mon accident, j'étais à moins de 50 km/h. Vous ne rouliez pas vite, c'était un carrefour, voilà. Voilà, voilà. On m'a coupé la route. On vous a coupé la route, oui. Ouais, c'est différent. Vous ne vous mettiez pas en danger vous-même. Voilà, voilà. Mais c'est pour dire quand même qu'il faut toujours faire attention aux autres et bien regarder quand on est motard, bien regarder le regard des autres et bien faire attention que eux vous aient vu avant d'arriver. Bien sûr. C'est important. Nous arrivons à la fin de cette interview qui est destinée vraiment à donner envie à
toutes les personnes qui nous écoutent de lire ce magnifique livre d'Alexandre Soleillavou, qui est plein de sensibilité et qui vraiment vous apportera un message. Et je tiens à vous remercier, Nanou, à remercier Alexandre de cette interview qui me tenait vraiment à cœur. Moi aussi, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.